J'avais envie de donner une bonne image de mon couple, qu'il fallait que je parte sans qu'il le sache finalement. Un soir, j'ai le bébé dans les bras et il me dit « Tu poses la petite, tu vas mourir ». Et je le vois armer son art. Donc je me dis « Ok, je vais mourir, je peux rien y faire, là je suis prise au piège ». Tout le monde savait où ça allait et ils nous l'ont dit, on ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas un blessé ou un mort. Je m'appelle Rachel et je suis passée de femme battue à femme battante. Donc quand je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. J'étais au lycée. Je trouvais une sécurité, il me rassurait, il me protégeait. J'ai demandé à mes parents à ce moment-là s'ils pouvaient venir héberger à la maison. Puis ils ont accepté sans souci qu'ils viennent s'installer à la maison. Quelques semaines après mes 18 ans, j'apprends que je suis enceinte. Ce qui a été en fait pour moi un choc. Sur mon premier instinct, c'est de me dire bah non, je suis pas prête en fait. Il a fermé complètement la discussion et m'a juste mis l'ultimatum de me dire que si tu gardes pas l'enfant, je te quitte. Bah alors, je suis prête à être maman et c'est parti quoi. J'étais contente d'aller le voir et de lui dire ça y est, j'ai pris ma décision. Il s'est levé du lit et il m'a mis une claque. C'était la première claque que j'ai eue en me disant que j'avais fait du mal à lui et à notre enfant. Donc là, c'est vrai qu'en quelques secondes, je devenais à la fois une mauvaise mère et une mauvaise femme. Il s'excuse et je laisse tomber. Voilà cet épisode. Au fur et à mesure de ma grossesse, s'est dessinée une emprise et une violence qui s'assoit, qui s'assoit petit à petit. Mais c'est pas une violence, comment dire, où je reçois des coups tous les jours. C'est une violence plutôt psychologique qui s'installe et me dit qu'à présent que je suis enceinte, que je porte son enfant, je peux plus faire n'importe quoi. Je dois lui demander son avis pour faire des choses, pour voir des gens. Mes trajets sont comptés. Si je vais au supermarché, c'est tant de temps, il faut que je dépense tant d'argent. Et si je dépasse, ça va mal pour moi, quoi. Il faut que je justifie de tout. Alors, au tout départ, personne n'était au courant. Je racontais bien ce que j'avais envie de mon histoire et j'avais envie de donner une bonne image de mon couple. Je justifiais par mes bleus, par des chutes. Et en fait, au bout d'un temps, je ne pouvais plus cacher mon état psychologique et physique était trop atteint, en fait. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin de le dire. J'ai commencé par en parler d'abord à ma prof de danse qui, elle, a vu des bleus. Elle en a parlé à mes parents. Donc, ils savaient que potentiellement, voilà, il y avait de la violence dans mon couple. Donc, ils étaient plus, comment dire, ils faisaient plus attention, en fait, à ce qui se passait entre nous. Sauf qu'ils étaient loin de se douter que c'était récurrent et que ça durait depuis plusieurs mois, quoi. J'étais dans mon 8e mois de grossesse. Ce jour-là, ça a été un jour où mes parents étaient absents et je suis rentrée du lycée. Il avait bu durant la journée. Il a trouvé un prétexte en fait pour me frapper. J'ai eu la fracture de la mâchoire qui a été un événement vraiment très violent. Je comprenais pas ce qui se passait. Je me disais mais certes il m'avait frappé, il m'avait cassé la mâchoire, mais j'étais encore enceinte. J'espérais encore que je sois plus importante, moi et notre enfant, que toute cette violence. Il a pris un appartement à lui et j'allais chez lui de temps en temps, puis je rentrais chez mes parents. Mais j'étais obligée de fuir dès qu'il montait en tension, je savais où ça allait, quoi. Je fuyais chez mes parents et je suis partie et revenue une bonne dizaine de fois. Mon rêve de prince charmant s'étiolait finalement au fur et à mesure où les épisodes se succédaient. Et surtout, je commençais à comprendre que ça ne s'arrangerait pas. Voilà. Et c'est vrai qu'après la naissance de ma fille, ça a été là pour moi un déclic de me dire mais non, il ne changera pas, et voire même ça ira de mal en pis, quoi.
Plusieurs fois, j'ai tenté de lui dire, voilà, c'est trop violent entre nous, il faut que je m'en aille. Et une fois, il m'a dit, ah oui, oui, je comprends, d'accord. Il m'a même aidé à préparer mes affaires. Et je me souviens, j'avais 2 valises qu'il portait, puisque j'étais enceinte. Il les a portées jusqu'à l'ascenseur. Il les a posées devant l'ascenseur et il m'a dit, donc, voilà, donc tu veux partir? J'ai dit, bah oui, oui, je pense que c'est mieux pour nous, qu'on se calme, que voilà, que les choses se... Et il a soulevé un pot de fleurs et là, il y avait une lame de rasoir en dessous. Et il m'a reposé la question. Alors, tu veux partir? Et là, j'ai fait, non, non, je pense pas. Voilà, j'ai fait demi-tour, je suis rentrée à la maison. Donc il fallait que je parte sans qu'il le sache, finalement. Je pars chez mes parents pour me réfugier. Et ça dure pendant 2 ans. 2 ans, je reste chez mes parents. Mais pendant 2 ans, en fait, c'est pas calme du tout. C'est du harcèlement constant. Et il appelle tous les jours à la maison pour savoir quand est-ce que je vais revenir, pour me dire que ça va mal se terminer. J'étais sans arrêt chez les gendarmes, sans arrêt. On se levait le matin pour partir au travail, les pneus étaient crevés, par exemple. On avait des tags sur la voiture. Ça signifiait, je suis là. Je vous lâche pas, je vous oublie pas. Les coups de fil incessants, c'était pour nous dire si vivez pas trop légèrement, je suis là, je vous surveille. Là, moi, où je déplore les choses, c'est que de menacer de mort, c'est pas suffisant. Alors, on peut le faire une fois, pourquoi pas, allons-y, et ça passe. Mais quand c'est tous les jours, quand c'est constamment, ça devient une vraie menace. Et on peut rien faire contre ça, ce ne sont que des menaces. Alors que tout le monde savait où ça allait, et ils nous l'ont dit, on ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas un blessé ou un mort. Un soir, il a mis tout simplement ses menaces à exécution et il a exactement fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il est arrivé avec un fusil à 2 h du matin, il est rentré chez mes parents et moi j'étais à l'étage et j'ai entendu du bruit, mais dans mon sommeil c'est assez bizarre. Au bout d'un temps je comprends qu'il est là, je comprends qu'il se passe des choses en bas, j'entends ma mère hurler. Il a tiré d'abord sur mon père. J'entends ma mère dire « tu l'as tué ». Je descends, je le vois frapper ma mère à la tête, le sang qui gicle, et lui dire « tu vas crever ». Je l'appelle, je lui dis « viens, viens ». Et donc il monte avec moi, j'ai le bébé dans les bras et il me dit « tu poses la petite, tu vas mourir ». Et je le vois armer son art. Donc je me dis « ok, je vais mourir, je peux rien y faire ». Et en fait, le coup part pas. Comme il a vidé son chargeur sur mon père, il avait plus de balles pour ma mère et moi. Je le vois un peu paniqué, il regarde à droite, à gauche. Et là, je me dis, là, c'est ma chance, quoi, je vais me battre. Et donc, je me suis battue. Je me suis battue. J'ai commencé à lui lancer des objets. Je descends les marches 4 à 4 pour tenter de me sauver, quoi. Et c'est là où je fais attention à mon père. Qui est par terre, j'essaye de l'appeler, il répond pas. L'autre arrive rapidement derrière moi et me refrappe, il prend un cendrier, il me le casse sur la tête. Je saute par la fenêtre et lui me rejoint derrière moi et on atterrit sur la terrasse. Et il m'étrangle, quoi. Il m'étrangle. Et je perds connaissance à ce moment-là. Quand je me réveille, je crois que je rêve, je crois que j'ai rêvé, je crois que j'ai fait un cauchemar, tout simplement. Je crois que j'ai inventé tout ça. Alors, je me dis, ouais, je vais me réveiller, je vais aller voir mes parents et je vais leur dire à quel point je les aime, à quel point ils sont importants pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il y avait de l'herbe mouillée sous mes doigts, et là je me suis dit, ah bah non, c'est pas un rêve. J'étais blessée à plusieurs endroits, la tête était beaucoup atteinte, elle était très lourde et j'ai rampé jusqu'à chez mes voisins qui ont appelé les secours, en fait. Et les secours sont arrivés, les policiers sont arrivés, ça a été une nuit atroce. Je suis opérée dans la nuit, je suis cassée de partout, ma mère aussi.
Et puis mon père n'est plus là, quoi. Il est jugé environ 2 ans après les faits. Il a pris 30 ans de prison avec 20 ans de sûreté. Voilà. Ces 20 ans de prison qui avaient été donnés, bah, c'était pour moi 20 ans pour me reconstruire, finalement, et ne plus être une proie pour lui. Et j'avais besoin de comprendre pourquoi ça arrivait à 10% des femmes sans que personne ne trouve de solution. Alors j'ai pris toutes mes forces en moi et me suis demandé qui j'étais et ce que je voulais devenir et surtout ce que j'avais envie d'apporter à l'humain et à la société. Moi, ce que je veux qu'on sache, c'est que chaque femme qui est battue est en danger de mort. Et c'est important pour moi de parler pour toutes celles qui sont mortes et qui ne pourront pas témoigner. J'ai conscience que c'est une sorte de chance, en fait, d'avoir été rescapée de ce féminicide. Pour moi, c'est insupportable de voir encore et encore et encore des femmes qui meurent alors qu'elles ont quitté leur conjoint. Je ne peux pas me dire que ça ne me regarde pas parce qu'en fait, ça aurait pu m'arriver. Et ça peut arriver à beaucoup d'autres femmes. Et c'est de mon devoir, ouais, de parler pour celles qui sont parties, ouais, pour celles qui sont parties.